précis, dépendant de la voie d'intoxication et de ce que la bactérie aime. Tandis que eux, le sable de la messagerie cellulaire, ces produits qui s'accumulent, qui sont des isolants électriques et qui jouent leur rôle d'isolant électrique s'ils atteignent les cellules, évidemment, ces produits qui sont faits pour être toxiques pour la messagerie cellulaire et qui jouent leur rôle s'ils arrivent dans un autre organisme d'être toxiques pour la messagerie cellulaire, d'être perturbateurs hormonaux, c'est-à-dire ont des effets plus diffus. Eux, ils n'ont pas de problème, soit ils s'accumulent dans l'organe qui est destiné à accumuler par exemple la graisse, soit ils ont des effets diffus. Et ils n'ont pas de spécificité, ils n'ont pas de choix a priori. Ces agents, ils sont de la taille d'une cellule, donc on les voit, et ils font appel à un système qui est l'immunologie, les globules blancs, les anticorps, etc. Donc un système qu'on connaît, qu'on a caractérisé. Eux, ils sont infiniment plus petits, ces agents. Ils font partie de la taille des molécules, donc on ne les voit pas. Et ils sont beaucoup plus difficiles à doser, ça coûte extrêmement cher, parce que les autres, il suffit de prendre un peu d'urine, de la mettre sur une boîte de culture, le lendemain, on a les colonies, tellement ça s'est multiplié vite, et puis on voit au microscope ce que c'est, et on peut identifier. Allez faire ça pour une molécule, vous ne pouvez pas. Donc, c'est beaucoup plus récent, on ne les a pas vus, et on a du mal à les identifier, ça ne fait que quelques années, ces études du WWF datent d'il y a 2 ans, donc c'est très différent, et en plus, ça ne fait pas appel au même système d'immunité du corps humain, ça fait appel à des gènes qui sont spéciaux, qu'on appelle les gènes de détoxification, qu'on étudie au laboratoire, sont les gènes dits cytochrome P450, c'est-à-dire les éboueurs de la cellule, il y en a 480 au moins, et ce sont ces gènes qui détoxifient la cellule. C'est ces gènes qu'on va devoir apprendre à stimuler pour détoxifier notre corps. Et là, on n'a pas encore, en tout cas, c'est très récent, si on travaille aussi dessus, des médicaments pour stimuler ça, notamment à base de plantes. Et là, ce sont des agents facilement mesurés. Les symptômes sont caractéristiques, l'épidémiologie est facile. L'épidémiologie règle agent facilement mesuré, symptômes caractéristiques. Ben voilà, on peut faire l'étude. Là, l'agent n'est pas facilement mesuré, surtout dans le corps. Qui va mesurer la quantité de pesticides qu'une femme a dans le sein, puisqu'elle en fait dans son lait, elle en a dans son sein? Qui va mesurer la quantité de pesticides qu'une femme a dans son sein pour le relier au cancer qu'elle va avoir 20 ans après, qui va être mesuré par le médecin 20 ans après? Des symptômes divers, des effets combinés, l'épidémiologie ne peut pas être la science même. L'épidémiologie ne peut pas, là, sauf avoir le bout de l'iceberg quand le problème est énorme, l'épidémiologie ne peut pas détecter le début d'un problème. L'épidémiologie va détecter la fin d'un problème. Et c'est cela, c'est l'incompréhension de cette diapositive qui crée des débats partout sur la Terre sur le fait que, ou pas, des produits faits pour être toxiques donnent des maladies, des symptômes dans telle ou telle espèce. Et aujourd'hui, on sait qu'il faut remercier la médecine pasteurienne, l'épidémiologie pour la maîtrise de l'espérance de vie au XXe siècle, mais qu'il va falloir avoir des outils un peu plus performants au XXIe siècle, de façon à maîtriser les pathologies non microbiennes. Et c'est cela notre défi d'aujourd'hui. Alors, les agents chimiques, les xénobiotiques, défi pour le XXIe siècle, pour des milliers de chercheurs, synthétisés par centaines de milliers de molécules, par centaines de millions de tonnes, depuis quelques décennies seulement, synthétisés pour être stables ou toxiques, et les effets se feront sentir, puisqu'ils se font sentir lentement, surtout pour le XXIe siècle, atteignant, sans doute, en tout cas moi je le pense, l'espérance de vie humaine, comme ils appellent l'espérance de vie de nombreuses espèces. Je vous ai dit, on est dans une chute de la biodiversité. Et il est clair que toutes les études économiques qui nous disent qu'il va y avoir tant de personnes âgées dans 20 ans, dans 30 ans, oublient d'indiquer la première ligne de toutes ces études qui est toute condition étant égale par ailleurs. Or, je vous ai expliqué que aucune des conditions ne sera égale dans 20 ou 30 ans, à cause du changement de notre écosystème. Donc nous ne pouvons pas faire de projection sur ce que sera l'espérance de vie dans 20 ou 30 ans. C'est la première remarque,
C'est la première constatation scientifique qu'on peut faire aujourd'hui. Le défi du XXIe siècle, ça va être donc l'évaluation véritable, à partir de ce qu'il y a dans notre corps, des effets de ces produits, de ces xénobiotiques, et en particulier des pesticides, des OGM, la prévention et la détoxification. L'évaluation réglementaire, elle est moins bonne pour les pesticides que pour les médicaments parce qu'il n'y a pas de test clinique. Il y a moins de tests, il y a moins de tests animaux, il n'y a pas de tests cliniques, il y a moins de suivi, il y a moins de traçabilité. Pour les résidus industriels, elle est encore moins bonne que pour les pesticides. Pour les OGM, elle est encore moins bonne que pour les pesticides, on va le voir. Et les seuils de toxicité sont calculés sur une base peu scientifique. Si vous regardez de près, les facteurs de sécurité sont arbitraires, il n'y a pas de prise en compte des mélanges, des effets sur les enfants, des bébés fœtus, peu de prise en compte de l'effet perturbateur hormonal nerveux, ou seulement par des techniques qui sont assez ancestrales par rapport à ce que nous savons faire aujourd'hui. On trouve sur les gènes des fœtus ou des bébés, d'où la deuxième raison de ma diapositive de titre, des résidus de gaz de moteur, des pesticides et des résidus industriels. Donc il est temps de se demander s'ils ont vraiment des effets sur la santé publique. Par ailleurs, les cancers augmentent chez les enfants dans tous les pays industrialisés. Ce n'est donc pas une maladie de vieillesse simplement bien détectée. Je voulais juste vous rappeler que les cancers, c'est une maladie de la communication cellulaire. C'est-à-dire que les cellules qui ne savent plus communiquer entre elles deviennent cancéreuses. C'est la plus grave des maladies de la communication cellulaire. Les deuxièmes plus graves des maladies étant les maladies nerveuses. Ce sont les maladies de la communication cellulaire. Première forme de pollution génétique, les polluants sur nos gènes. C'est-à-dire que ces produits se fixant sur nos gènes, comme vous le voyez ici, eh bien, ils restent finalement collés et ils peuvent induire ensuite des mutations. Ce n'est pas tous les produits qui sont collés qui induisent des mutations, il y en a qui sont bien réparés, heureusement, et certains vont induire des mutations qui vont donner des cancers. Tous nos gènes ne sont pas également exposés aux mutagènes. Les gènes de développement de la cellule, qui sont toujours fonctionnels, sont beaucoup plus exposés que les autres. Vous savez que nous avons 27 000 gènes, mais si on les débobinait tous, on arriverait probablement de la Terre au Soleil. Donc, en fait, la plupart de nos gènes sont absolument contractés. Il n'y en a que quelques centaines qui sont débobinés dans la cellule. C'est ceux-là qui sont le plus exposés, et ce sont ceux de la multiplication des cellules. Dans l'eau, il y a plus de 350 polluants différents, par exemple dans les grands lacs canadiens, et on ne dose que 70 de ces polluants, et il y a donc bien des pesticides qui ne sont pas dosés dans l'eau. Par exemple, dans l'eau du Québec, vous ne dosez que très peu, comme on le dose très peu dans le monde, le glyphosate, c'est-à-dire le résidu du principal médicament du monde, et ses principaux métabolites, et ses détergents, donc son principal métabolite étant l'AMPA, qui est aussi d'ailleurs dans les détergents de lessive. Alors nous avons travaillé, et c'est une publication de cette année, donc ce sont les résultats que je vais vous montrer dans cette conférence, nous avons travaillé sur les effets combinés des polluants. Et nous avons montré dans cette publication, je ne vais pas être trop technique ce soir, nous avons montré dans cette publication que les polluants pouvaient agir en combinaison. On a testé notamment les PCB, on a testé l'arochlore, qui est un PCB, on a testé le chlordécone, qui est cet insecticide qui a été mis dans les Antilles, notamment en Martinique et Guadeloupe. Et on a testé d'autres pesticides, comme le DDT, le DDE, et on s'est rendu compte qu'à des taux qui étaient réglementaires, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas considérés comme dangereux, si on les combinait 5 par 5, lorsqu'ils étaient en dessous des seuils d'autorisation, eh bien, on avait des effets équivalents à chacun d'eux à un taux 10 fois au-dessus du seuil. Et cela, c'est important parce qu'on est toujours dans la vraie vie soumis à des mélanges, et jamais à un produit pris séparément. Et donc, on sous-estime, et c'est la conclusion de cette étude, on sous-estime l'effet des mélanges. Aujourd'hui, les animaux, les hommes, les aliments sont contaminés par ces